L'Espagne importe chaque année près de 500 000 personnes grâce à des programmes officiels d'immigration. Pendant ce temps, seulement 110 000 nouvelles constructions résidentielles ont été lancées dans tout le pays en 2024, avec des chiffres dérisoires à Valence et Barcelone, bien loin de répondre à la demande. C'est des maths basiques. Plus de gens, le même nombre de logements, les prix explosent. Mais ça, ce n'est que le début. Parce que pendant que les locaux et les immigrés se disputent des miettes, de grands fonds internationaux accumulent des milliers d'appartements vides, en attendant le moment parfait pour maximiser leurs profits. Et le gouvernement, trop occupé à accuser Airbnb, plutôt que d'admettre que c'est eux qui ont créé ce monstre. Dans les prochaines minutes, je vais vous montrer comment l'Espagne est devenue l'exemple parfait de la destruction d'un pays sans tirer une seule balle. En surface, l'Espagne vend l'image d'un pays prospère, moderne, plein d'énergie. Mais dès qu'on regarde de plus près, la réalité est bien moins brillante. Le salaire moyen espagnol est de 2 642 € brut. Ça paraît correct, jusqu'à ce que vous retiriez impôts et charges et qu'il ne reste guère plus de 1 800 € net. Maintenant, mettez ça face à un loyer de 1 000 € par mois et voyez ce qu'il reste pour se nourrir, se déplacer, payer l'électricité ou gérer le moindre imprévu. Résultat, une génération entière d'adultes à 30 ou 35 ans contraintes de partager encore des chambres comme à l'époque de l'université. Et ce n'est pas une exception, c'est la règle dans des villes comme Madrid, Barcelone ou Valence. À Valence, par exemple, en marchant dans les rues, impossible de ne pas remarquer les grues et les chantiers partout. Mais attention, ce ne sont pas des immeubles pour les habitants, ce sont d'anciens bâtiments rénovés et transformés pour Airbnb ou la location touristique de courte durée. L'espace qui devrait loger des familles et des jeunes travailleurs devient un placement rentable pour ceux qui ont de l'argent et un hébergement éphémère pour des touristes de passage. Pendant ce temps, les chiffres officiels révèlent une réalité encore plus étouffante. Moins de 10% des nouvelles constructions de la dernière décennie ont été destinées à du logement abordable. Le reste, du luxe ou des projets touristiques. Résultat, ceux qui vivent et travaillent en Espagne sont coincés dans une course perdue d'avance, des salaires figés contre des loyers qui montent en flèche. Et le contraste devient encore plus évident avec un autre détail, l'arrivée constante de nouveaux immigrés. Dans beaucoup de villes, on voit des files de nouveaux arrivants cherchant du travail. Mais ce qu'on ne voit pas, ce sont de nouveaux chantiers pour construire du logement accessible. L'équation est simple. Plus de gens, le même nombre de logements. La conséquence est inévitable, les prix explosent, la vie se resserre et le sentiment d'un pays en train de s'effondrer en silence gagne du terrain. C'est la réalité mathématique que personne ne veut aborder. Et c'est là que commence la véritable crise espagnole. Ce n'est pas seulement une question de tourisme de masse, mais d'un marché du logement complètement abandonné pendant que des millions de personnes essaient d'y survivre. Le discours officiel dit que l'Espagne a besoin de monde. Le pays vieillit rapidement, il manque de main-d'œuvre dans plusieurs secteurs et c'est pour ça que le gouvernement a ouvert les portes. Aujourd'hui, il existe pas moins de 17 programmes actifs pour attirer des travailleurs étrangers. Visa doré pour millionnaires, visa pour nomades numériques capables de travailler de n'importe où, régularisation automatique après 3 ans passés dans le pays et bien d'autres encore. À première vue, ça paraît être une stratégie intelligente. Renouveler la force de travail, rééquilibrer la pyramide des âges, stimuler la consommation. Mais mise en face de la réalité du logement, le tableau devient un véritable suicide collectif. Parce que pendant que des milliers de personnes arrivent chaque mois en Espagne grâce à ces programmes, pratiquement aucun nouveau logement n'est construit pour les accueillir. Le paradoxe saute aux yeux. À chaque annonce du gouvernement célébrant l'arrivée de nouveaux étrangers, les files pour louer une chambre s'allongent, les prix augmentent et l'espace disponible pour les Espagnols ordinaires se réduit. À Madrid et Barcelone, il n'est pas rare de voir des annonces pour une simple chambre à 600 ou 700 €. Et malgré ça, des dizaines de candidats se battent pour l'obtenir. Imaginez la situation de quelqu'un qui décide de venir légalement en Espagne, répondant à cet appel officiel. Après toute la paperasse, le résultat est souvent le même. Je suis venu avec le programme officiel, j'ai obtenu mes papiers, mais aujourd'hui je paye 600 € pour une chambre. Il ne me reste rien à la fin du mois. Ce genre de témoignages se multiplie dans les grandes villes. Au final, le message est contradictoire. Un pays qui se vend comme ouvert, moderne et accueillant, mais qui dans la pratique propose un marché immobilier hostile, inaccessible et saturé. L'Espagne veut plus de travailleurs, plus de consommateurs, plus de contribuables, mais elle n'offre même pas le minimum nécessaire pour que ces personnes puissent vivre dignement. Et c'est justement dans cette contradiction que se dessine la prochaine étape de la crise. Derrière les prix gonflés et la sensation de pénurie totale de logements, il y a pourtant un chiffre dont on parle rarement.
Plus de 3 millions de logements vides à travers l'Espagne. Oui, pendant que des familles s'entassent dans des chambres minuscules et que des jeunes de 35 ans partagent encore des colocations comme des étudiants, des centaines de milliers de biens restent fermés, comme des fantômes dans les grandes villes. La raison? La peur d'un phénomène typiquement espagnol, l'occupation. Contrairement à d'autres pays européens, ici, un logement vide peut être occupé illégalement et dans beaucoup de cas, récupérer sa propriété peut prendre des années. À Madrid, par exemple, certains cas documentés montrent des propriétaires qui ont mis 3 ans entiers à récupérer leur appartement. Pendant tout ce temps, non seulement ils n'ont pas perçu de loyer, mais ils ont aussi dû continuer à payer taxes et impôts liés aux biens. Pour beaucoup de propriétaires, le calcul est cruel, mais logique. Mieux vaut laisser un logement vide, même en payant des charges, que risquer de le voir occupé illégalement et perdre tout contrôle dessus. Et ainsi, des centaines de milliers de logements potentiels disparaissent tout simplement du marché, créant une pénurie artificielle qui fait grimper les prix encore plus haut. Ce paradoxe nourrit un cercle vicieux. Moins de logements disponibles, loyers plus chers, familles désespérées acceptant des prix abusifs, propriétaires encore plus méfiants à l'idée de louer. Pendant ce temps, le gouvernement promet des mesures, mais dans la pratique, rien ne change vraiment. Le résultat, c'est un marché du logement complètement faussé. Les appartements existent, mais restent hors de portée de la population. En se promenant dans certains quartiers de Madrid, Barcelone ou Valence, on remarque des immeubles entiers aux volets fermés, aux portes scellées, comme des reliques abandonnées au cœur de la ville. La crise du logement n'est pas qu'une question de chiffres, elle transforme en profondeur le tissu social des villes espagnoles. Des quartiers historiques comme Lavapiés à Madrid ou El Raval à Barcelone ne sont plus reconnaissables pour ceux qui y vivaient il y a 20 ans. Là où il y avait des commerces de proximité, des voisins qui se connaissaient et une vraie vie de quartier, on trouve aujourd'hui des appartements touristiques, des bars chers et une population instable faite de nouveaux arrivants qui n'ont même pas le temps de s'ancrer. Ce changement provoque des tensions visibles. À Valence, sur les murs, on voit apparaître des graffitis aux messages xénophobes, reflet d'un malaise grandissant. Sur les réseaux sociaux comme dans les urnes, des partis radicaux gagnent du terrain en exploitant ce ressentiment, l'idée que les étrangers volent les logements et les emplois. Ce n'est pas un discours propre à l'Espagne, on le retrouve déjà à Berlin, Lisbonne ou Amsterdam. Mais ici, il trouve un terrain particulièrement fertile parce que la crise du logement touche toutes les classes sociales, du jeune diplômé aux travailleurs précaires. Le cercle vicieux est évident, plus de gens arrivent dans le pays, le nombre de logements reste le même, les loyers explosent. Cette réalité alimente la frustration des habitants, qui se traduit ensuite par de l'hostilité envers les immigrés, même si le vrai problème reste l'absence de politique de logement. Quand les chiffres ne collent pas, la colère cherche des coupables, et ce ne sont presque jamais les fonds d'investissement ou l'État qui en font les frais, mais bien le voisin fraîchement arrivé. Ce climat de méfiance est en train de reconfigurer la politique espagnole. Ce qui a commencé comme des protestations contre le tourisme de masse se transforme peu à peu en quelque chose de plus profond. Une guerre silencieuse pour un droit fondamental, celui de se loger. Et comme l'histoire européenne l'a déjà montré, quand la frustration sociale rencontre un discours radical, les conséquences peuvent être explosives. L'Espagne se trouve donc face à une bombe sociale. Un pays qui mélange crise du logement, immigration de masse et absence de vraies solutions. Un cocktail qui, tôt ou tard, finira par exploser dans les rues et dans les urnes. S'il y a un acteur central dans cette crise, c'est bien l'État espagnol. Officiellement, le gouvernement se présente comme pompier. Il promet des solutions, annonce des plans, affirme être du côté du peuple. Mais en réalité, il agit comme un pyromane. C'est l'État incendiaire, celui qui verse de l'essence tout en prétendant éteindre le feu. Les contradictions sont tellement flagrantes qu'elles semblent presque surréalistes. D'un côté, le pays maintient des programmes pour attirer immigrés et nomades numériques, ajoutant encore de la pression sur un marché déjà saturé. De l'autre, il est incapable de lancer des projets de construction publique à l'échelle nécessaire. Depuis des années, on parle de logement social, d'utiliser les biens de la Sareb, la fameuse Bad Bank née après la crise de 2008. Mais la majorité de ces promesses n'a jamais dépassé le stade du papier. En parallèle, certaines lois censées protéger les locataires ont produit l'effet inverse. Elles ont effrayé les petits propriétaires qui préfèrent laisser leur logement vide plutôt que de risquer des années de procédure pour récupérer leurs biens en cas d'impayé ou d'occupation illégale. Et puis, il y a une autre absurdité. Pendant que les politiciens désignent le tourisme comme grand coupable, ils continuent de défendre le Golden Visa qui permet à des étrangers fortunés d'obtenir une résidence en échange d'investissements immobiliers. Concrètement, c'est une invitation ouverte aux fonds internationaux pour faire grimper les prix et monopoliser des quartiers entiers avec la bénédiction du gouvernement.
Cette addition de politiques incohérentes crée un paysage schizophrène. L'État prétend combattre la crise, mais ses propres décisions alimentent l'incendie. Pour le citoyen ordinaire, la sensation est claire, l'abandon. Comme si le gouvernement se préoccupait davantage de séduire les investisseurs mondiaux et de préserver les indicateurs macroéconomiques que d'assurer aux gens un simple toit. Au fond, la crise espagnole ne persiste pas par hasard. Elle est le produit d'un engrenage bloqué, d'un trilemme impossible que le pays ne parvient pas, et peut-être ne veut pas, résoudre. D'abord, le tourisme. Il représente environ 15% du PIB espagnol. C'est une source de richesse, d'emploi, de prestige international. Aucun gouvernement, ni de gauche ni de droite, n'ose toucher sérieusement à ce pilier. S'attaquer au tourisme, ce serait presque s'attaquer à l'économie nationale elle-même. Ensuite, l'immigration. Avec une population qui vieillit à grande vitesse, l'Espagne a besoin de nouveaux travailleurs pour soutenir le système des retraites et maintenir des secteurs entiers en vie. Fermer les portes n'est pas une option, ce serait accélérer l'effondrement démographique et économique. Enfin, la construction de nouveaux logements. Politiquement, c'est un champ de mine. Bâtir à grande échelle demande du temps, de l'argent et souvent d'affronter l'opposition des riverains qui ne veulent pas voir leur quartier transformé en chantier. Ajoutez à cela le coût élevé de la construction et la bureaucratie espagnole, et tout grand projet devient impopulaire, presque impossible à mener. Et comme si ça ne suffisait pas, il y a les fonds internationaux qui ont racheté des milliers de logements après la crise de 2008 et qui contrôlent aujourd'hui une part immense du marché. Avec leur lobby puissant, à Bruxelles comme à Madrid, ils s'assurent qu'aucune régulation sérieuse ne voit vraiment le jour. C'est ce dilemme que personne au pouvoir ne veut affronter. L'Espagne a besoin des immigrés pour l'économie, des touristes pour le PIB et des fonds pour rassurer les marchés. Mais en même temps, elle n'a pas assez de logements pour sa propre population. C'est ça la vérité qui dérange. Il n'existe pas de solution qui ne coûte pas des voix, de l'argent ou d'influence politique. Et c'est pour ça que rien ne change. La crise continue, pendant que la vie des gens se dégrade lentement, mois après mois. Il reste alors ce constat amer. L'Espagne est prisonnière de son propre labyrinthe. Un pays qui sait exactement où est le problème, mais qui refuse d'en payer le prix pour le résoudre. En regardant vers l'avenir, le scénario n'annonce pas un soulagement, mais un aggravement. Les prévisions indiquent que les loyers pourraient encore augmenter de 30% d'ici 2027, repoussant toujours plus de jeunes et de travailleurs hors des centres urbains. La conséquence directe est déjà visible, un exode silencieux d'Espagnols qualifiés qui choisissent de partir à l'étranger, attirés par de meilleurs salaires et des conditions de vie moins étouffantes. C'est une perte double. L'Espagne voit partir sa jeunesse la mieux formée, tout en conservant une économie de plus en plus déséquilibrée, dépendante des touristes et de l'arrivée d'immigrés. Dans ce vide, la politique se radicalise, les partis extrêmes gagnent du terrain en proposant des réponses simples à des problèmes complexes, et la frustration populaire se transforme en vote de protestation. Le climat que l'on observe aujourd'hui dans des quartiers comme El Raval ou Lavapiés pourrait très bien s'étendre à tout le pays. Si rien ne change, l'Espagne de 2030 sera méconnaissable. Une nation marquée par des tensions sociales, des inégalités grandissantes et une population divisée entre ceux qui peuvent payer le privilège de se loger et ceux qui sont chassés de leur propre ville. Mais ce n'est pas seulement un avertissement pour l'Espagne, c'est une préface de ce qui se dessine dans toute l'Europe. Lisbonne, Berlin, Amsterdam, même Paris, toutes suivent la même trajectoire. La question n'est pas de savoir si cette crise frappera à votre porte, la question est quand. Et quand ce moment arrivera, il sera peut-être déjà trop tard pour prétendre que ce n'était qu'un problème espagnol. Un problème similaire se déroule aujourd'hui au Mexique, et les coupables ne sont autres que ses voisins américains. Découvrez pourquoi cette révolte prend de l'ampleur dans la vidéo qui apparaît maintenant à l'écran.